Les ballons d'observation seront même utilisés à l'occasion de la guerre de sécession. Du côté nordiste, ce fut principalement sous l'impulsion du professeur Lowy qui permit la création d'un corps de ballons d'observation. Survolant la Virginie, Lowy télégraphia les renseignements directement aux troupes fédérales et les artilleurs ouvrirent le feu à une distance d'environ 8 km sans avoir besoin de voir les cibles, une première dans l'art de la guerre, comme tant d'autres lors de ce conflit. Le Nord construisit bientôt jusqu'à 7 ballons, et la première reconnaissance aérienne fut effectuée sans que le ballon, comme en 1994 chez les Français, ne soit rattaché par les cordes à la terre. Le Nord continuera à employer les ballons lors des batailles de Seven Pines, des 7 jours, Fredericksburg et de Chancellorsville, mais ce corps fut dissous en 1863 suite à des rivalités au sein de l'armée et des problèmes de financement. De son côté, la Confédération chercha elle aussi à se doter d'une force aérienne, mais ses moyens étaient bien plus modestes et les succès furent de facto plus limités. Le capitaine Bryan réussit le 13 avril 1862 à survoler les lignes ennemies à Yorktown et à établir une carte en vol. La Confédération confectionna un second ballon, la Gazelle, en ayant recours à divers matériaux, dont des morceaux de tissu de soie. De là naquit le fameux épisode des robes de soie des dames de la Confédération, qui donnèrent leurs plus belles robes pour confectionner ce ballon et participer à l'effort de guerre. Il sera cependant capturé alors qu'il était transporté par le CSS Teaser. Un troisième et dernier ballon sera construit afin de protéger Richmond et sera lui aussi finalement capturé. En fin de compte, les généraux des deux camps ne comprirent pas l'importance tactique et stratégique de cette innovation et ne l'utilisèrent pas pleinement, avant de l'abandonner même. Cependant, certains comme le général Edward Porter Alexander, officier de l'artillerie confédérée et premier pilote de la Gazelle, furent à même de saisir le rôle que pouvaient remplir les ballons. Ce dernier écrivit après la guerre: « Je n'ai jamais compris pourquoi l'ennemi a abandonné l'usage des ballons militaires au début de 1863, après en avoir fait un usage intensif jusqu'à cette époque. Même si les observateurs n'ont jamais rien vu, ils auraient valu tout ce qu'ils ont coûté pour les désagréments et les retards qu'ils nous ont causés en essayant de garder nos mouvements hors de leur vue. » En 1862, un jeune officier du Württemberg, alors âgé de 24 ans, est à leur côté et observe le Mississippi. Son nom est destiné à devenir célèbre, le comte Ferdinand von Zeppelin. Une autre célèbre utilisation fut lors de la guerre de 1870. Au cours du siège de Paris, en 1870, Nadar, célèbre aérostier et photographe, propose de ses services et son matériel pour observer les mouvements de l'ennemi. Il organise le premier départ en ballon. Les ballons libres sont alors le seul moyen de maintenir les communications avec la province. Nadar, après avoir utilisé les ballons en captif pour observer les mouvements ennemis, organise le premier départ, place Saint-Pierre à Montmartre. Du 23 septembre au 28 janvier, 66 ballons quittent Paris. Ils transportent 168 personnes, 400 pigeons et 11 tonnes de courrier, 2 500 000 lettres. L'épisode bien connu du ministre de l'Intérieur, Léon Gambetta, qui part à bord de l'Armand Barbès le 7 octobre, eut lieu à cette occasion. Un bon exemple de l'utilisation et de l'importance de la montgolfière. Un événement qui se produisit pendant la guerre hispano-américaine à Cuba, entre l'Espagne et les États-Unis. Le 1er juillet 1898, les troupes nord-américaines de l'île, sous le commandement du général Shifter, attaquèrent les positions espagnoles près du fleuve Aguadores. Les troupes espagnoles, sous le commandement du général Varadere, moins nombreuses mais mieux entraînées, réussirent à stopper les assauts de front. Face à cette situation, le général américain décida de faire décoller un ballon captif, depuis lequel les observateurs aperçurent un chemin dans les bois qui n'apparaissait sur aucune carte et qui n'était pas gardé. L'information fut immédiatement transmise grâce à une autre nouvelle invention à l'usage militaire, le téléphone. Bien que le ballon ait été rapidement abattu, l'information était déjà transmise et les Américains remportèrent là un succès décisif. Les ballons participèrent encore aux expéditions coloniales en 1884, au Tonkin, à Madagascar, en Chine, au Maroc, etc. Mais ce siècle sonna le glas des ballons, qui dès lors joueront un rôle plus marginal. Lors de la Première Guerre mondiale, le ballon et son cousin le dirigeable vit un adversaire sérieux dans l'aéronef. Il servit dans la reconnaissance, mais aussi comme repérage des champs de mines et dans la lutte anti-sous-marine. Les ballons connaîtront une ultime utilisation lors de la Seconde Guerre mondiale sous forme de barrages, en étant fixés au-dessus des zones à défendre, en protection des vols de bombardiers rasants qui risquaient de se prendre dans les filins qui les retenaient au sol. Le règne, entre autres militaires, des plus légers que l'air s'est bien arrêté, au profit des plus lourds que l'air. Les ballons seront désormais utilisés pacifiquement dans des opérations de sonde et de voyages stratosphériques et scientifiques, mais ça, c'est une autre histoire.